Audiolib présente Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, lu par Thibaut de Montalembert. Chapitre 1. Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, les mots « Centre d'incubation et de conditionnement de Londres central » et, dans un écusson, la devise de l'État mondial « Communauté, identité, stabilité ». L'énorme pièce du rez-de-chaussée était exposée au nord. En dépit de l'été qui régnait au-delà des vitres, en dépit de toute la chaleur tropicale de la pièce elle-même, ce n'étaient que de maigres rayons d'une lumière crue et froide qui se déversaient par les fenêtres. Les blouses des travailleurs étaient blanches, leurs mains gantées de caoutchouc pâle de teinte cadavérique. La lumière était gelée, morte, fantomatique. Ce n'est qu'au cylindre jaune des microscopes qu'elle empruntait un peu de substance riche et vivante, étendue le long des tubes comme du beurre. « Et ceci, dit le directeur, ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. » Au moment où le directeur de l'incubation et du conditionnement, le DIC, entra dans la pièce, 300 fécondateurs, penchés sur leurs instruments, étaient plongés dans ce silence où l'on ose à peine respirer, dans ce chantonnement ou ce sifflotement inconscient par quoi se traduit la concentration la plus profonde. Une bande d'étudiants nouvellement arrivés, très jeunes, roses et imberbes, se pressaient, pénétrés d'une certaine appréhension, voire de quelque humilité, sur les talons du directeur. Chacun d'eux portait un cahier de notes, dans lequel, chaque fois que le grand homme parlait, ils griffonnaient désespérément. Ils puisaient ici leur savoir à la source même. C'était un privilège rare. Le DIC de Londres central s'attachait toujours à faire à ses nouveaux étudiants, sous sa conduite personnelle, le tour des divers services. Simplement pour vous donner une idée d'ensemble, leur expliquait-il. Car il fallait bien entendu qu'ils eussent un semblant d'idée d'ensemble, si l'on voulait qu'ils fissent leur travail intelligemment, et cependant qu'ils en eussent le moins possible, si l'on voulait qu'ils fussent plus tard des membres convenables et heureux de la société. Car les détails, comme chacun le sait, conduisent à la vertu et au bonheur. Les généralités sont, au point de vue intellectuel, des mots inévitables. Ce ne sont pas les philosophes, mais bien ceux qui s'adonnent au bois découpé et aux collections de timbres qui constituent l'armature de la société. Demain, ajoutait-il, leur adressant un sourire empreint d'une bonhomie légèrement menaçante, vous vous mettrez au travail sérieux. Vous n'aurez pas de temps à consacrer aux généralités. D'ici là, c'était un privilège. De la source même, droit au cahier de notes. Les jeunes gens griffonnaient fébrilement. Grand, plutôt maigre, mais bien droit, le directeur s'avança dans la pièce. Il avait le menton allongé et les dents fortes, un peu proéminentes, que parvenaient tout juste à recouvrir, lorsqu'il ne parlait pas, ses lèvres pleines à la courbe fleurie. Vieux, jeune, 30 ans, 50, 55, c'était difficile à dire, et au surplus, la question ne se posait pas. Dans cette année de stabilité, cette année 632 de NF, il ne venait à l'idée de personne de la poser. « Je vais commencer par le commencement », dit le DIC, et les étudiants les plus zélés notèrent son intention dans leur cahier. Commencer au commencement. Ceci, il agita la main, ce sont les couveuses. Et, ouvrant une porte de protection thermique, il leur montra des porte-tubes empilés les uns sur les autres et pleins de tubes à essai numérotés. L'approvisionnement d'ovules pour la semaine, maintenu, expliqua-t-il, à la température du sang, tandis que les gamètes mâles, et il ouvrit alors une autre porte, doivent être gardées à 35 degrés au lieu de 37. La pleine température du sang stérilise. Des béliers enveloppés de thermogènes ne procréent pas d'agneaux. Toujours appuyé contre les couveuses, il leur servit,
tandis que les crayons couraient illisiblement d'un bord à l'autre des pages, une brève description du procédé moderne de la fécondation. Il parla d'abord, bien entendu, de son introduction chirurgicale. Cette opération subie volontairement pour le bien de la société, sans compter qu'elle comporte une prime se montant à 6 mois d'appointement. Il continua par un exposé sommaire de la technique de la conservation de l'ovaire excisé à l'état vivant et en plein développement. Passa à des considérations sur la température, la salinité, la viscosité optima, fit allusion à la liqueur dans laquelle on conserve les ovules détachés et venus à maturité, et, menant ses élèves aux tables de travail, leur montra effectivement comment on retirait cette liqueur des tubes à essai, comment on la faisait tomber goutte à goutte sur les lames de verre pour préparation microscopique spécialement tiédie, comment les ovules qu'elle contenait étaient examinés au point de vue des caractères anormaux, comptés et transférés dans un récipient poreux, comment, et il les emmena alors voir cette opération, ce récipient était immergé dans un bouillon tiède contenant des spermatozoïdes qui y nageaient librement, à la concentration minima de 100 000 par centimètre cube, insista-t-il, et comment, au bout de 10 minutes, le vase était retiré du liquide et son contenu examiné de nouveau. Comment, s'il y restait des ovules non fécondés, on l'immergeait une deuxième fois, et si c'était nécessaire, une troisième. Comment les ovules fécondés retournaient aux couveuses, où les alphas et les bêtas demeuraient jusqu'à leur mise en flacon définitive, tandis que les gamma, les delta et les epsilon en étaient extraits au bout de 36 heures seulement pour être soumis au procédé Bokanovski. « Au procédé Bokanovski !» répéta le directeur, et les étudiants soulignèrent ces mots dans leur calepin. Un œuf, un embryon, un adulte, c'est la normale. Mais un œuf bokanovskifié a la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser de 8 à 96 bourgeons. Et chaque bourgeon deviendra un embryon parfaitement formé, et chaque embryon un adulte de taille complète. On fait ainsi pousser 96 êtres humains, là où il n'en poussait autrefois qu'un seul. Le progrès. La bokanovskification, dit le DIC pour conclure, consiste essentiellement en une série d'arrêts du développement. Nous enrayons la croissance normale et, assez paradoxalement, l'œuf réagit en bourgeonnant. Réagit en bourgeonnant. Les crayons s'affairèrent. Il tendit le bras. Sur un transporteur à mouvement très lent, un porte-tube plein de tubes à essai pénétrait dans une grande caisse métallique. Un autre en sortait. Il y avait un léger ronflement de machine. Les tubes mettaient 8 minutes à traverser la caisse de bout en bout, leur expliquait-il, soit 8 minutes d'exposition aux rayons durs, ce qui est à peu près le maximum que puisse supporter un œuf. Un petit nombre mourait, des autres, les moins influencés, se divisaient en 2. La plupart proliféraient en 4 bourgeons, quelques-uns en 8. Tous étaient renvoyés aux couveuses, où les bourgeons commençaient à se développer. Puis, au bout de 2 jours, on les soumettait soudain au froid et à l'arrêt de croissance. En 2, en 4, en 8, les bourgeons bourgeonnaient à leur tour. Puis, ayant bourgeonné, ils étaient soumis à une dose d'alcool presque mortelle. En conséquence, ils proliféraient de nouveau. Et ayant bourgeonné, on les laissait alors se développer en paix. Bourgeons, des bourgeons, des bourgeons, tout nouvel arrêt de croissance étant généralement fatal. À ce moment, l'œuf primitif avait de fortes chances de se transformer en un nombre quelconque d'embryons compris entre 8 et 96, ce qui est, vous en conviendrez, un perfectionnement prodigieux par rapport à la nature. Des jumeaux identiques, mais non pas en maigres groupes de 2 ou 3, comme aux jours anciens de reproduction vivipare, alors qu'un œuf se divisait parfois accidentellement, mais bien par douzaines, par vingtaines d'un coup. Par vingtaines, répéta le directeur, et il écarta les bras comme s'il faisait des libéralités à une foule. Par vingtaines. Mais l'un des étudiants fut assez sot pour demander en quoi résidait l'avantage. « Mon bon ami !» Le directeur se tourna vivement vers lui. « Vous ne voyez donc pas ?
Vous ne voyez pas ?» Il leva la main. Il prit une expression solennelle. Le procédé Bokanovski est l'un des instruments majeurs de la stabilité sociale. Instrument majeur de la stabilité sociale. Des hommes et des femmes conformes au type normal, en groupe uniforme, tout le personnel d'une petite usine constituée par les produits d'un seul œuf bokanovskifié, 96 jumeaux identiques faisant marcher 96 machines identiques. Sa voix était presque vibrante d'enthousiasme. On sait vraiment où l'on va, pour la première fois dans l'histoire. Il cita la devise planétaire. Communauté, identité, stabilité. Des mots grandioses. Si nous pouvions bokanovskifier indéfiniment, tout le problème serait résolu. Résolu par des gammas du type normal, des deltas invariables, des epsilon uniformes, des millions de jumeaux identiques, le principe de la production en série appliqué enfin à la biologie. Mais, hélas, le directeur hocha la tête, nous ne pouvons pas bokanovskifier indéfiniment. 96, telle semblait être la limite. 72, une bonne moyenne. Fabriquer avec le même ovaire et les gamètes du même mâle autant de groupes que possible de jumeaux identiques, c'était là ce qu'il pouvait faire de mieux, un mieux qui n'était malheureusement qu'un pis-aller. Et cela, c'était déjà difficile. Car dans la nature, il faut 30 ans pour que 200 ovules arrivent à maturité. Mais notre tâche, c'est de stabiliser la population en ce moment, ici, maintenant. Produire des jumeaux au compte-gouttes tout au long d'un quart de siècle, à quoi cela servirait-il? Manifestement, cela ne servirait absolument de rien. Mais la technique de Potsdam avait immensément accéléré le processus de la maturation. On pouvait s'assurer au moins 150 œufs mûrs en l'espace de 2 ans, que l'on féconde et que l'on bokanovskifie, en d'autres termes, qu'on multiplie par 72, et l'on obtient une moyenne de presque 11 000 frères et sœurs dans 150 groupes de jumeaux identiques, tous du même âge, à 2 ans près. Et dans des cas exceptionnels, nous pouvons nous faire livrer par un seul ovaire plus de 15 000 individus adultes. Faisant signe à un jeune homme blond au teint vermeil qui passait par hasard à ce moment, « Mr. Foster » appela-t-il. Le jeune homme au teint vermeil s'approcha. « Pourriez-vous nous indiquer le chiffre maximum obtenu d'un seul ovaire, Mr. Foster ?»« 16 012 dans ce centre-ci, » répondit Mr. Foster sans aucune hésitation. Il parlait très vite, avait l'œil bleu et vif, et prenait un plaisir évident à citer des chiffres. 16 012 en 189 groupes d'identiques. Mais bien entendu, on a fait beaucoup mieux, continua-t-il vigoureusement, dans quelques-uns des centres tropicaux. Singapour en a souvent produit plus de 16 500, et Mombasa a effectivement atteint les 17 000. Mais c'est qu'ils sont injustement privilégiés aussi. Il faut voir comment un ovaire de noir réagit au liquide pituitaire. Il y a là de quoi vous étonner, quand on est habitué à travailler sur des matériaux européens. Néanmoins, ajouta-t-il en riant, mais l'éclair de la lutte était dans ses yeux et le soulèvement de son menton était un défi, néanmoins, nous avons l'intention de les dépasser s'il y a moyen. Je travaille en ce moment sur un merveilleux ovaire de delta-. Il n'a que 18 mois tout juste, plus de 12 700 enfants déjà, soit décantés, soit en embryon. Et il en veut encore. Nous arriverons encore à les battre. Voilà l'état d'esprit qui me plaît, s'écria le directeur, et il donna une tape sur l'épaule de Mr. Foster. Venez donc avec nous, et faites profiter ces gamins de votre savoir d'expert. Mr. Foster sourit modestement. Avec plaisir. Ils le suivirent. Dans la salle de mise en flacon, tout était agitation harmonieuse et activité ordonnée. Des plaques de péritoine de truie, toutes coupées aux dimensions voulues, arrivaient continuellement dans de petits monte-charges du magasin aux organes dans le sous-sol. Bzzz, et puis, flac! Les portes du monte-charge s'ouvraient toutes grandes. Le garni